Cette semaine, Méditerranéo retourne sur les lieux des tremblements de terre meurtriers en Italie. D'abord à Amatrice et dans plusieurs villages de cette région du centre du pays. Nous retournerons ensuite à L'Aquila. La ville est un vaste chantier à ciel ouvert. Pour la séquence mémoire, nous resterons à L'Aquila, où nous avions suivi les premiers travaux de restauration du patrimoine religieux. Pour l'Italie, 2016 restera une année noire. Les puissants séismes des 24 août et 30 octobre dans le centre du pays ont provoqué la mort de plusieurs centaines de personnes et causé des dégâts très importants. À Amatrice, commune particulièrement touchée, l'urgence, c'est le relogement des habitants qui sont restés vivre sur place. L'horloge s'est arrêtée à l'heure du séisme du 24 août. Après la nouvelle secousse du 30 octobre, voici tout ce qu'il reste du centre-ville d'Amatrice, 2700 habitants. Des décombres à perte de vue et le sommet de la tour du XIIIe siècle qui a fini de s'effondrer. Sergio Pirozzi, le maire du village, est toujours resté sur place. Entraîneur de football, il considère sa communauté comme une équipe qui doit relever la tête après le drame. Mais aujourd'hui, les habitants regardent partir les ruines de leur hôpital. La démolition de ces édifices est quelque chose d'affreux, mais nous savons qu'il y aura ici un nouvel hôpital, et c'est un message extraordinaire. Sur les ruines, on reconstruit une nouvelle chose. Le séisme de magnitude 6,3 a surpris les habitants dans leur sommeil. Le village de montagne accueillait de nombreux touristes à la veille d'une fête importante. Quelques jours après le tremblement de terre, Bruno Santini nous faisait visiter son appartement. Ça a été un miracle que les structures tiennent, que les murs ne s'effondrent pas. L'immeuble était alors endommagé, mais peut-être récupérable. Nous retrouvons Bruno 3 mois plus tard. Nous y voilà. Depuis la dernière fois que l'on s'est vu, les choses ont un peu changé. Fin octobre, l'Italie a connu son plus fort séisme. Maintenant, c'est comme ça, c'est devenu comme ça. Depuis 1980, 6,5 de magnitude et un épicentre à une vingtaine de kilomètres d'Amatrice. Ça, c'est la porte où l'on avait filmé la dernière fois, mais maintenant c'est très dangereux d'y aller. La porte est restée attachée par miracle, mais on ne peut pas entrer puisque dedans tout est cassé. Je crois que l'immeuble devra être démoli. Impossible aujourd'hui d'entrer dans l'appartement. Voilà, on va dire qu'on a fermé. Bruno a choisi de rester à Amatrice, mais la majorité des habitants est partie vers les villes voisines ou les hôtels de la côte adriatique. Il n'y a presque plus personne. Certains sont allés en bord de mer, un groupe d'un côté, un groupe de l'autre. Le village s'est un peu séparé. Et ici, le problème, c'est reconstruire, faire revenir l'activité. Le parc du centre-ville abrite un mémorial, tous les services publics sous une immense tente, et ce jour-là, une distribution de nourriture et de vêtements. Il y a de la pulpe de tomate, des pois chiches. Vous voulez des pois chiches? Des bénévoles venus de Toscane ont apporté ces marchandises indispensables à l'orée de l'hiver. Pourquoi? Maintenant l'hiver est arrivé, nous n'avons plus les vêtements, les chaussures, tout ça. C'est pour ça que nous venons, pas pour le plaisir malheureusement. Il y a beaucoup de solidarité, c'est vraiment une chose incroyable, surtout dans ce moment où l'on est dans le besoin. C'est très beau de se sentir appuyé, de se sentir aidé, c'est vraiment très beau, vraiment.
À Amatrice, à part un bar et le magasin de matériaux de construction, il n'y a plus un seul commerce. Rien. Amatrice n'existe plus. C'était une citadelle, Amatrice, hein? Elle n'existe plus. Ici, c'est fini pour toujours. La vie s'est arrêtée ici dans un vacarme assourdissant. Et quelques mois plus tard, c'est le silence qui est omniprésent. Seuls les secouristes peuvent accéder aux zones rouges du centre d'Amatrice et des 69 hameaux qui composent la commune. Parmi eux, Salette, rayée de la carte. De l'église, seule la cloche a pu être sauvée. Elle rythme la vie du camp d'urgence de la protection civile. Dans les jours qui ont suivi le déblaiement des décombres, on l'a rapporté ici pour faire comprendre que malgré tout, il y a un rayon de lumière, une image qui soit le symbole de la nouvelle Salette. « 20 des 25 habitants de Salette sont décédés. Les maisons de pierre ont laissé la place à un village de tentes où Patrizia et Massimo, 2 habitants d'un hameau voisin, sont venus se réfugier après les dernières secousses traumatisantes. Moi, j'ai dû aller à l'hôpital parce que depuis le 24 août, j'accumule et on arrive à un point où ça explose. Voilà. Ce n'est pas seulement un stress passager lié à la secousse, c'est le stress de... Même si nous sommes bien ici, si on est bien accueillis, c'est le stress de vivre sous la tente et de ne plus avoir les commodités que nous avions. Hormis les secouristes, Patrizia et Massimo sont les seuls habitants du camp. Après la secousse du 30 octobre, ils ont dû quitter la caravane stationnée devant leur maison à Santa Giusta, à quelques kilomètres de Salette. La menace d'effondrement du clocher de l'église était trop importante. Leur domicile est désormais inhabitable. On dirait que ce n'est rien. Mais ce n'est pas rien, c'est... Pour moi, c'est un désastre. C'est comme si elle s'était écroulée, ni plus ni moins. Plus l'on monte dans les étages, C'est la partie la plus touchée. et plus la structure a bougé. Alors, tout ce que peuvent faire Patrizia et Massimo, c'est attendre une solution provisoire, comme 28 000 autres personnes. Car au-delà de ces montagnes, la terre a aussi tremblé, en Ombrie, dans les marches, sans faire de victimes, mais en augmentant fortement la facture des dégâts. En Italie, à peine 1 à 2% des biens sont assurés contre les catastrophes naturelles. C'est donc l'État qui va régler la note. Devant un événement comme celui-ci, les citoyens italiens doivent prendre en charge l'aide à leurs concitoyens qui ont vécu un drame pareil pour leur permettre le retour à une vie normale et digne. Pour la reconstruction, la priorité sera donnée aux bâtiments historiques. Alors, pour reloger les habitants, il faut prévoir du provisoire qui dure. À la mi-novembre, les hommes du génie militaire préparaient le stade d'Amatrice. Les maisons seront ici, les premières maisons. 25 maisonnettes en bois seront bientôt édifiées ici. Ce sera l'une des zones d'habitation du village avec ses parkings et ses espaces verts. J'ai préféré qu'il y ait plus d'espace parce qu'ils devront rester pendant une période qui ne sera pas courte. Et c'est pour ça que nous avons dû demander plus de zones pour le centre d'Amatrice.
parce que j'ai préféré que ce soit plus agréable à vivre, plutôt que d'avoir une grande concentration de population. En attendant de rejoindre sa future maisonnette, Bruno Santini vit dans ce camping-car. Voilà ma demeure provisoire. Je ferme parce qu'il fait froid. Voilà, c'est là que je dors. Là, il y a la télévision, ici l'ordinateur, et les soirées se passent ici, en espérant que rien n'arrive, qu'il n'y ait pas d'autres secousses, parce que maintenant, on en a très peur. Et voilà, on va rester là jusqu'en avril, jusqu'à ce que l'on ait les maisons de bois et que l'on puisse vivre de manière plus décente. Les premières maisonnettes devraient être livrées bien avant le mois d'avril, selon la promesse de la municipalité. À côté des bureaux provisoires de la commune, voici ce qu'il reste de l'école, rénovée pourtant selon les normes antisismiques en 2012. Sergio Pirozzi, le maire, passe devant plusieurs fois par jour. Au-delà des polémiques, l'important pour lui, c'est de se tourner vers l'avenir. Alors, il tient à nous conduire vers la nouvelle école, construite en 2 semaines après le séisme. Cette école a ouvert le 13 septembre. À la sortie du village, autour de ce que l'on appelle ici l'école des miracles, on trouvera bientôt une zone d'habitation et les 8 restaurants d'Amatrice installés de façon provisoire. On part de zéro, mais on repart avec volonté, avec enthousiasme, avec esprit de sacrifice, à condition cependant que le jeu ne prenne pas le dessus sur le nous. Il y a l'esprit d'équipe, non? Dans la cour du groupe scolaire, un verger à la mémoire des 8 écoliers disparus pendant le séisme. Il va falloir du temps pour panser les blessures. Amatrice a perdu quasiment 10% de sa population. Le tremblement de terre du 24 août a fait au total 294 victimes dans la région. En 2009, c'est la ville de L'Aquila qui était touchée également par un puissant tremblement de terre. Plus de 300 morts, là aussi des dégâts considérables. Aujourd'hui, le centre historique est un vaste chantier, des grues, des échafaudages. Les habitants ont été relogés en périphérie dans des maisons préfabriquées. Dans le centre, la vie quotidienne tourne au ralenti. Une forêt de grues. Le centre de L'Aquila est, dit-on, le plus grand chantier de construction d'Europe. En avril 2009, un séisme provoque la mort de 309 personnes et détruit ou endommage plus de 10 000 bâtiments. La reconstruction de la périphérie de la capitale des Abruzzes est achevée à 95%. 5 000 personnes ont pu regagner leur domicile. Pour le centre historique, en revanche, il a fallu attendre 2013 pour voir le début des travaux. Massimo Cialente était déjà maire de la ville de 72 000 habitants lorsque le tremblement de terre s'est produit. Aujourd'hui, dans sa ville en chantier, il critique l'absence de loi cadre sur la reconstruction et surtout le retard pris par le gouvernement Berlusconi et ses successeurs pour le financement. Comment ça a démarré, le centre historique ? Nous avions déjà fait un projet en 2010. En tant que conseil municipal, nous avions décidé que ça commence par ici, sur l'axe central, où les 2 voies principales se croisent. Donc, à présent, on est en train de réaliser ceci en partant de la périphérie. Le gouvernement Renzi s'est enfin décidé à donner 6 milliards pour la reconstruction, et donc, on a pu commencer à investir. La rue principale passe par la place de la cathédrale. C'est l'église que la France est en train de reconstruire. Le joyau de la ville où se tenait un immense marché. Sous la place, et dans tout le centre, la reconstruction est l'occasion d'améliorer les réseaux. Il y a les lignes téléphoniques, la fibre optique, les réseaux électriques, la moyenne tension. Avec ce système de tunnels. Je pense que quand une tragédie comme ça survient,
et que l'on est appelé à dépenser autant d'argent, il faut le dépenser pour faire quelque chose de nouveau. Et ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'idées, de vision. Consultant auprès de l'Office spécial pour la reconstruction de l'Aquila, l'ingénieur Francesco Tarantino nous conduit dans les ruelles du centre ancien. Étroites, encombrées d'étais et d'échafaudages, elles accueillent simultanément 700 chantiers différents. Les problèmes logistiques sont nombreux et expliquent le voisinage troublant entre des immeubles éventrés et laissés à l'abandon et des bâtiments refaits à neuf. On se trouve souvent dans des conditions où l'on ne peut pas mettre en train les chantiers simultanément, parce qu'ils sont trop proches. Et donc, pour enchaîner les travaux, on doit attendre la fin d'un chantier pour en commencer un nouveau. Et donc, ça augmente les délais de reconstruction de toute la ville. En attendant, de nombreux habitants du centre-ville ont été relogés dans ce que l'on appelle les maisons Berlusconi. 4500 appartements voulus par le Premier ministre de l'époque, disséminés autour de l'Aquila, construits dans l'urgence et le respect des normes antisismiques. L'isolateur sismique se comporte en fait comme un séparateur entre l'infrastructure et la superstructure. Au moment où arrive le séisme, la partie supérieure reste immobile et seule la partie inférieure bouge. Des travaux menés au pas de charge, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les immeubles préfabriqués sont sortis de terre en 3 mois. Ils ont une durée de vie de 10 ans et ont suscité la polémique, tant par leur localisation loin de la ville que par leur coût, 2300 € par mètre carré. Ce qui est sûr, c'est que peu de temps après, ces gens ont une maison. Le coût de ces maisons est cependant comparable au budget qui aurait pu être utilisé pour remettre leurs anciennes maisons en état. Ça fait plus de 7 ans que Fiorella Fratale attend dans une maison Berlusconi. Ici, il pleuvait. Le début des travaux dans son ancien immeuble. Elle se plaint de la piètre qualité de cet appartement, mais surtout de son éloignement, à 7 km de son quartier du centre-ville. C'est un dortoir ici. Beaucoup de gens et pas un commerce. On est coincé entre 2 routes nationales très dangereuses. Donc à pied, on n'y va pas. Il y a beaucoup de personnes âgées ici, et elles sont pratiquement punies. Dans le centre historique, seuls résonnent les bruits de chantier. Pour le reste, tout est moribond. Peu d'habitants, peu de commerce, peu de vie. Il y avait 1000 commerçants, 800 artisans, il y avait beaucoup de professionnels, et tout cela est parti. Alors la commune utilise une partie du budget de la reconstruction dévolue à la reprise économique pour inciter financièrement les candidats au retour. Nous disons, si tu reviens, nous te donnons de l'argent pour te faire redémarrer. C'est l'unique façon de faire revivre la ville. Dans son commerce de produits locaux, Vito La Terza attend le client depuis 2011. Les affaires tournent au ralenti pour la trentaine de commerçants qui a fait le pari du centre historique. De tous ceux qui sont revenus, personne n'a fermé. C'est juste qu'en ce moment, il faut attendre que la vraie vie revienne. C'est une ville fantôme. Parce que, comme le disait le maire, l'activité n'est pas revenue. Il n'y a pas de bureau. Les habitants ne sont pas revenus. Alors le soir, quand les ouvriers s'en vont, il ne reste plus personne. Certains ouvriers doivent faire preuve d'une extrême minutie, comme par exemple dans le Palazzo Betti du 19e siècle. Et tout cela prend du temps. Sous la surveillance du ministère de la Culture, les moulures, les fresques et le précieux sol ont été restaurés en un peu plus de 18 mois dans un édifice qui a plutôt bien résisté au séisme. Le tremblement de terre qu'on a eu ici a fait s'effondrer des immeubles plus récents que celui-ci. Celui-ci a été seulement endommagé, mais il ne s'est pas écroulé. Donc, il avait été bien construit.
Car les constructions anciennes ne sont pas nécessairement plus vulnérables. Les systèmes de tirants qui relient les façades entre elles ont évité l'écroulement de nombreux immeubles. L'allègement des toitures et la mise en place de cette technique peuvent améliorer considérablement la sécurité. Le principe, c'est que l'édifice se comporte comme une boîte, que tout soit lié entre les planchers, les murs de façade et les murs porteurs, de façon à avoir un comportement sismique beaucoup plus convenable que la moyenne de ce type de bâtiment. Fondamental quand on sait que tout le territoire italien est concerné par le risque sismique. Il est vraiment difficile de dire qu'une quelconque partie de l'Italie a un risque sismique zéro. À l'Institut géologique de l'Aquila, les chercheurs ont mis en place un réseau régional de capteurs sismiques. La prévision des séismes est impossible, mais le recueil d'un maximum d'informations est indispensable à la compréhension des phénomènes. La croûte terrestre est en continuel mouvement et elle nous donne en permanence des informations à travers ces petits tremblements de terre, les petits, les grands, les moyens. Les géologues pourront ainsi édicter des recommandations en fonction de la nature des sols qui peuvent amplifier les effets d'une secousse. Nous faisons des mesures dans les zones habitées pour essayer de comprendre où construire et comment construire, afin que cette amplification ne crée pas de dommages majeurs sur les structures. Certains experts estiment que l'Italie est en retard en matière de prévention des risques. Il faudrait aujourd'hui au moins 150 milliards d'euros pour mettre aux normes l'ensemble des bâtiments du territoire. C'est l'équivalent de ce qu'ont coûté les dégâts occasionnés par les séismes depuis 1950 dans le pays. La reconstruction du centre historique de l'Aquila et de ses nombreux monuments est estimée, elle, à 13 milliards d'euros. Après le drame, l'aide internationale a afflué à l'Aquila et les donateurs se sont également préoccupés de la restauration du patrimoine artistique. Des travaux de restauration ont été entrepris et se poursuivent encore aujourd'hui, notamment pour les édifices religieux. En 2013, une équipe de Méditerraneo de la RAI avait suivi ces travaux. C'est l'histoire d'un tableau en partie détruit lors du séisme et restauré grâce à la générosité de plusieurs pays et à leur attachement à la culture. Nous sommes à l'Aquila et les fonds de donation pour la réhabilitation du patrimoine artistique commencent lentement à arriver. Avec 1 700 000 € versés 8 mois après le séisme, c'est le Kazakhstan qui est en tête des pays donateurs. La France, l'Allemagne, le Canada, le Japon ou encore l'Australie aussi se sont mobilisés. Pour ces églises, ces peintures, ces sculptures, pour la plupart propriété de l'Église, c'est surtout la solidarité des particuliers qui fait bouger les choses. L'histoire de la toile de Bedeschine est emblématique. Récupérée dans une église à l'Aquila, cette peinture a été restaurée à Aramengo, dans le Piémont, dans le célèbre atelier des Nicola, une dynastie de restaurateurs connue dans le monde entier. La toile était tombée de l'autel où elle se trouvait, dans l'église de Saint-François de Paule. Malheureusement, elle est restée très longtemps sous les décombres. Elle était devenue dure comme du carton et il a fallu l'assouplir dans une chambre humide. Puis, il a fallu la rentoiler et incruster des morceaux de toile ancienne sur les manques. Avec la surintendance, on a décidé d'effectuer une restauration mimétique, visible à de près, mais qui redonne à la toile toute sa lisibilité. Un autre atelier spécialisé, toscan celui-là, a proposé de restaurer les toiles de grande dimension. Quand nous avons vu la grande quantité d'œuvres en très mauvais état, nous avons décidé d'agir, surtout parce qu'elles se dégradaient rapidement. Bon nombre d'œuvres ont été sauvées,
mais celles de grande dimension souffraient, si j'ose dire, de tous les malheurs. De nombreux bénévoles les avaient déplacées, mais il y avait de la boue dessus et des substances corrosives qui poursuivaient leur action destructrice. Le chemin sera long et difficile, comme celui de la toile de Bédesquine, qui, une fois restaurée, est bien revenu sur cette terre, mais attend toujours de rentrer à la maison. Méditerranéo est terminé pour cette semaine. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles découvertes en Méditerranée.